Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Colin et aujourd'hui nous allons parler de la dette, donc de la dette publique, comment elle se forme, comment c'est géré par les États et pourquoi, dans le monde, mais principalement en Europe, c'est un problème actuellement. La dette publique, c'est quoi? C'est d'abord décrit comme étant la totalité des emprunts contractés par l'État durant sa durée de vie, donc il lui reste encore à rembourser. Cette dette, finalement, résulte d'un déséquilibre entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Une dette publique peut être intérieure ou extérieure. Intérieure quand elle est contractée vis-à-vis de ses citoyens, donc dans le pays, et donc là ça pose moins de soucis parce qu'on paye la dette directement, qui est une perte d'épargne, ou extérieure, et là on la paye plus tard au moment du remboursement, quand ce sont des pays étrangers ou même des citoyens étrangers qui possèdent notre dette. Et enfin, une dette peut peser sur les finances publiques futures car il va falloir rembourser et en cas de hausse de taux d'intérêt, il va falloir rembourser plus et plus vite. Pourquoi est-il important d'en parler aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, M. François Bayrou a annoncé son budget pour économiser 43,8 milliards d'euros, donc avec son stop à la dette, mais nous pouvons voir que finalement le but est de ramener le déficit de 5,8% à 4,6%, donc ce qui reste un déficit qui pour moi donc ne sont pas des économies. Donc il y a un langage particulier qui est utilisé pour rassurer la population, ou en tout cas pour ne pas qu'elle s'inquiète, alors que 4,6% de déficit, ça reste quand même monstrueux. Alors très simplement, qu'est-ce qu'un déficit? C'est forcément la différence entre les recettes, donc notre revenu, ce qu'on gagne, et les dépenses. Maintenant que cette distinction est faite, passons donc aux dépenses de l'État. Quelles sont-elles? L'État dépense, donc que ce soit les services publics, les collectivités, etc., dépense donc pour l'éducation, pour la santé, pour la sécurité, et aussi pour divers projets qui leur tiennent à cœur. Les recettes, quant à elles, proviennent donc des impôts et des cotisations sociales principalement. Tout ceci nous amène donc au budget de l'État, qui est en excédent lorsque les revenus, donc les taxes, sont plus élevés que les charges, que ce soit les intérêts de la dette, la charge de la dette, et dans ce cas, il y a une capacité supplémentaire d'endettement. Malheureusement, l'État français est plus dans cette situation-là, c'est-à-dire un déficit, mais pas n'importe quel déficit, mais un déficit même chronique. Ça veut dire qu'il n'arrive jamais à s'en sortir, et ça fait 50 ans que ça dure. D'ailleurs, on peut le vérifier avec le slide suivant, avec ici cet exerce sorti d'une vidéo de Marc Toiti justement, avec donc un bleu qui était le déficit affiché, ou en tout cas attendu, et le rouge, le déficit réel qui s'est matérialisé dans l'économie. Donc on voit qu'ils sont systématiquement incorrects. Et ensuite, nous avons un autre graphique qui montre le déficit public français en pourcentage du PIB, donc comme celui-ci, mais sur une plus longue durée encore, et on voit que en fait depuis 1973-4, l'État n'a pas été en excédent. Alors c'est bien beau d'être en déficit, et maintenant qu'on a bien compris le système, comment est-ce que l'État survit? Il emprunte la différence, donc ce qui fait gonfler la dette, et il emprunte à qui? Il emprunte au marché financier, aux assureurs parce qu'ils sont obligés dans la loi de détenir des obligations sans risque, qui sont celles de l'État, et certains pays étrangers. Dans les faits, nous voyons que les pays étrangers investissent de moins en moins et les marchés financiers perdent confiance, d'où une hausse des taux d'intérêt, mais on va y revenir. Comment ces parties prenantes font de l'argent? Parce qu'ils ne prêtent pas pour rien, ils prêtent en échange d'un taux d'intérêt. Mais alors, comment ce taux est calculé? Ce taux d'intérêt, finalement, correspond à un certain niveau de confiance. Donc comment ce taux d'intérêt est calculé? C'est très facile. La Banque centrale fixe des taux dits directeurs et les marchés financiers rajoutent une espèce de prime de risque sur la non-faillite de l'État. Les deux ensemble nous donnent un taux d'intérêt auquel l'État emprunte. Alors, nous l'avons vu ici, cet argent qui est emprunté, il est emprunté donc en échange d'une obligation. Mais alors c'est quoi une obligation? On va le voir ici. Une obligation a un montant, c'est un bout de papier qui possède un montant à rembourser, la maturité, donc sur combien de temps ce bout de papier va-t-il être remboursé, et un taux d'intérêt.
Une obligation d'État fonctionne un petit peu différemment des différents emprunts que vous, particuliers, pouvez faire. L'État, en effet, ne rembourse que les intérêts et, à la dernière année, rembourse les intérêts plus le principal. Et donc, quand les taux d'intérêt augmentent, eh bien, la part annuelle que l'État doit payer augmente. Et ça, c'est la charge de la dette. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine augmentation. Pour un particulier, c'est un petit peu différent car chaque année, il va rembourser donc une grosse partie de son principal et les intérêts de la dette, mais pas uniquement les intérêts et ensuite le principal. Ça se fait dans certaines banques privées pour les hauts patrimoines, mais pour la majorité des gens, ce sera comme ce graphique ici. Nous arriverons donc dans une situation cocasse où l'État fait des choses qu'un particulier ne pourrait pas faire. En effet, ici je fais référence au fait de rouler sa dette, c'est-à-dire de ne jamais la payer, mais de ne payer que les intérêts et de ne jamais repayer le principal puisqu'il rembourse les anciens avec l'argent des nouveaux. Au début de cette vidéo, je vous parlais de François Bayrou qui voulait diminuer la dette en pourcentage du PIB et je vous ai dit que ça ne faisait pas sens et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi donc comparer la dette en pourcentage du PIB ne fait pas sens? Eh bien, premièrement, ça fait sens puisqu'on utilise le PIB pour comparer à l'international, mais également parce que c'est une métrique assez simple à comprendre dans le fond. Ça fait sens parce que quand le PIB augmente, eh bien l'impôt sur le revenu, la TVA et l'impôt sur les sociétés augmentent, donc les recettes de l'État augmentent. A l'inverse, si le PIB baisse, eh bien les dépenses sociales ont tendance à augmenter puisque l'économie et donc les entreprises eh bien, performent moins bien, ce qui augmente généralement le chômage, tout ça avec donc une perte d'impôt sur le revenu, de TVA et d'impôt sur les sociétés. Maintenant, pourquoi est-ce que pour moi ça ne fait pas sens? Eh bien, parce que si les dépenses restent stables mais que le PIB augmente, eh bien les dépenses en pourcentage du PIB vont baisser. Et le gouvernement va dire, ben voilà, nous avons économisé tant. Et même dans l'éventualité où donc la dépense augmente un petit peu et que le PIB augmente plus vite, eh bien les dépenses en pourcentage du PIB vont diminuer également, ce qui est trompeur car l'État n'a pas fait des économies, il a juste dépensé moins que d'habitude et moins en tout cas que la croissance. En plus de cette raison, pourquoi la dette en pourcentage du PIB ne fait pas sens? Parce que ça induit la population en erreur en me disant, voilà, nous sommes endettés à hauteur de 113% du PIB, et donc dans la tête des gens, il nous faudrait 1 an et quelques mois, ou quelques jours, quelques semaines, pour rembourser entièrement la dette. Ce qui est hyper trompeur, puisque l'État rembourserait potentiellement, ça ne sera jamais le cas, mais s'il avait envie de rembourser la dette, le ferait avec son revenu, ce qui est donc beaucoup moins élevé que le PIB, puisque le PIB, par essence, c'est toute l'économie. Donc c'est et les revenus de l'État, mais c'est aussi le revenu des entreprises, les privés, etc. Et donc ce qui est important finalement, c'est le type de dépense. Donc si la dette sert à financer quelque chose de productif, que ce soit pour améliorer quelque chose, une innovation, ou même améliorer, je vais dire, les cerveaux, donc investir dans l'éducation, eh bien, ça engendrerait des revenus futurs, ce qui améliorerait la situation de la dette. Au contraire, si on dépense donc encore plus de dettes, on emprunte pour finalement faire des dépenses qui n'ont aucun revenu futur ou aucune perspective d'augmentation de revenus futurs, eh bien là, on arrive dans un gros problème dans lequel est la France depuis plusieurs années, parce que la majorité de cette accumulation de dettes ne fait que augmenter les dépenses en dépenses sociales. En conclusion, la dette publique est le résultat de l'incapacité de l'État à vivre selon leurs moyens. Il faut le voir finalement comme un ménage. Si vous dépensez 5 000 € par mois alors que vous n'en gagnez que 3 000, il va y avoir un problème. Et c'est exactement le problème de l'État. Ils pensent être intouchables parce qu'ils ont une durée de vie potentiellement infinie, ils peuvent continuer à lever des impôts, mais il faut quand même faire très attention car ça peut être un outil à manier avec prudence. Deuxième point, il ne faut pas s'endetter impunément contre le futur, parce que la dette doit être remboursée à un moment. Et donc ce n'est qu'un impôt déguisé, un impôt sur les générations futures. Cela nous permet donc de vivre à crédit maintenant et d'endetter nos enfants. Et enfin, quand les taux d'intérêt augmentent, eh bien la fête est finie parce que la charge de la dette explose et certains économistes, et c'est là où je rejoins Marc Toiti, qui
disaient que la dette et que les taux d'intérêt n'augmenteraient pas se sont bien mis le doigt dans l'œil parce que quand Covid a frappé et que les taux d'intérêt sont remontés, eh bien la charge a justement explosé car l'État doit maintenant se refinancer à des taux monstrueusement plus élevés qu'avant.